Bon les gars, c'est la première, vous êtes prêts? On est prêt pour la première. Ouais. Prêt. Eh ben allez, c'est parti, on y va, go! Salut à tous, très content de vous accueillir dans ce numéro 1 de Guichet Fermé, un nouveau programme, une émission qu'on lance là maintenant tout de suite sur Internet consacrée au Stade Rochelais, uniquement à l'actualité du Stade Rochelais. Pourquoi vous voyez nos écharpes jaune et noir? On est 4 supporters du Stade Rochelais. Axel, Théodore, Benoni à la réalisation, Quentin. Comment ça va les gars? Nickel. Nickel. Ça va Très nickel. content Bon, on va expliquer rapidement le principe de cette émission. On est là pour parler de l'actualité du Stade Rochelais, comme ça, de temps en temps, faire des vidéos sans pression, mais uniquement avec voilà, la passion qu'on a pour notre club, le Stade Rochelais. C'est ça, Axel? Ouais, exactement. On profite du temps qu'on a pendant le confinement pour se retrouver autour de ce rendez-vous-là, parce que d'habitude, on discute, on parle du stade avant les matchs, après les matchs. Là, on n'a pas l'occasion de se voir au stade, donc on a décidé de continuer nos échanges, nos débats sur ce format. Et c'est vrai qu'on a la chance, tous les trois, tous les quatre même, d'être abonnés. Et on a eu cette idée, raconte vite fait les coulisses, Théodore, on a eu cette idée pendant le confinement. Exactement, voilà, comme l'a dit Axel, on parle toujours du Stade Rochelais entre nous et on a un petit groupe sur Messenger et puis on s'est dit pourquoi pas partager ça à une plus haute échelle. Donc voilà, on a eu cette idée-là pendant le confinement. Et donc c'est parti, première vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Stade Marcel de Flandre, on va faire le premier bilan de la saison et on va également tenter d'élire le joueur du début de saison. C'est parti. On en est donc déjà au tiers de la saison, ça va super vite. On en est à 7 victoires en 9 matchs. C'est un début de saison historique, inédit, qui rappelle l'excellent début de saison 2017-2018. Cette saison-là, on en était également à 7 victoires lors des 9 premiers matchs. D'où cette question que je vous pose, les gars. Est-ce que le Stade Rochelais 2020 est plus fort que le Stade Rochelais 2017? Est-ce que c'est l'inverse? Lequel des deux est le plus fort? Axel, selon toi? Moi, je pense que cette année, on est plus fort. On a vraiment des joueurs d'expérience. On a vraiment même une profondeur de banc à certains postes qui font qu'on pourrait dire qu'on est plus fort. Après, j'ai une petite réticence peut-être devant, notamment au poste de pilier droit, où vraiment en 2017, on était armé, on avait Winnie, on avait Kolashvili, on avait Bouganmi, et vraiment on était performant. Et là, cette année, c'est peut-être la petite lacune que je soulignerai, mais sinon, je pense qu'on est très fort cette année. Théodore, toi, t'en penses quoi, 2017 ou 2020? Entièrement d'accord avec Axel, franchement, on a une profondeur de banc et même un groupe qui est plus solide cette année. Après, voilà, comme l'a dit Axel, peut-être le poste de pilier droit qui nous fait un petit peu mal cette année. Mais sinon, quand on a des joueurs comme Will Skelton, Jules Plisson, tout ça, bah, c'est clair que notre équipe cette année est bien meilleure. Vous pensez vraiment qu'on est plus fort là maintenant qu'en 2017? Parce que techniquement, en 2017, on avait régalé tout le monde. Souvenez-vous, c'était quand même le début de saison. En plus, on arrivait en Coupe d'Europe, la saison 2017-2018. On était monstrueux. On avait battu l'Ulster, on avait battu les Wasps à la maison, on avait mis 40 points à Clermont. On était super fort. Il y avait une euphorie, il y avait une grosse défense. On avait quand même bluffé pas mal de monde. Axel. Ouais, mais je pense que cette année, on a l'expérience de ces années-là. Il y a des joueurs qui sont encore là, qui ont connu des défaites en phase finale et qui ont vraiment cette envie de gagner quelque chose avec le Stade Rochelais. Donc, c'est pour ça peut-être que dans l'état d'esprit aussi, euh, on va pouvoir aller chercher quelque chose cette année qu'on n'a pas pu aller chercher en 2017. Oui, donc en fait, si je comprends bien, ça tient aux recrues, aux arrivées. Il n'y en a eu que 5 cette saison, mais ça tient beaucoup à ça. À l'arrivée de Skelton, de Dulin, de Leeds, il y avait Le Bail également, il y a Roule, ça tient à ça, à l'arrivée, au profil des joueurs qui ont été recrutés, Théodore. Ah bah, on a fait un recrutement vraiment 5 étoiles en faisant venir des joueurs comme Dulin qui est énorme depuis quelques saisons et en équipe de France, voilà, on voit qu'il y retourne d'ailleurs, qu'il y est retourné aujourd'hui. Will Skelton, voilà, un joueur qu'on ne présente plus au niveau international. Donc c'est clair qu'on a un effectif qui s'est étoffé d'une manière légendaire, quoi. Après, dans le jeu, moi je suis relativement d'accord avec vous. Ceci dit, je trouve qu'on est
un poil plus fort en 2020 qu'en 2017, parce qu'en 2017, il y avait une euphorie. Là, en 2020, j'ai l'impression qu'il y a de la maîtrise. On apprend, je ne vais pas dire qu'on apprend à être intelligent, mais en tout cas, il y a une maîtrise qui est quand même plus importante cette année, un jeu au pied, l'occupation qui est beaucoup mieux maîtrisé. En 2017, on gardait la balle systématiquement, quasiment, on relançait de nos 22 mètres. Là, on rend la balle relativement assez souvent, avec un jeu d'occupation. Je crois qu'il y avait une stat là, il y a quelques matchs, c'était un ballon sur 3 que touche Jules Plisson, un ballon sur 3, il le tape au pied. Donc je trouve qu'il y a une équipe qui est plus intelligente dans le jeu. Évidemment, ça tient aux recrues. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut durer? Est-ce qu'on a l'effectif qui est suffisant en 2020 pour durer sur toute la saison, avec une débauche d'énergie qui est quand même monstrueuse quand tu vois la défense qu'on est obligé de mettre en place depuis le début de la saison? Est-ce qu'on va tenir sur la longueur? Vous en pensez quoi, les gars? Moi, je pense qu'on peut tenir avec l'effectif qu'on a. Oui, ça peut le faire, notamment en troisième ligne. On voit que la troisième ligne est toujours aussi performante, peu importe les joueurs qui sont alignés. Ça, c'est la satisfaction. C'est la satisfaction. Grégory Aldrit n'est pas là. Victor Vito est blessé. Et pourtant, on a un niveau en troisième ligne qui est vraiment impressionnant. Donc, voilà, ça, c'est une des satisfactions. Après, on a une charnière de très, très haut niveau. Donc, voilà, je pense que s'il n'y a pas de blessés aussi à ces postes clés, ça peut aussi venir mettre un caillou dans l'engrenage et venir faire que la saison se passera moins bien. Mais si ça reste comme ça, il n'y a pas de souci à se faire, je pense. Et juste pour conclure sur ce sujet, puisqu'on compare la saison 2017 à la saison 2020, enfin le Stade Rochelet de 2017 et le Stade Rochelet de 2020, toi Théodore, ça t'embête pas de savoir que on est un peu moins euphorique dans le jeu là maintenant que 3 ans en arrière? On est un petit peu obligé parce que dans un sens, il y a 3 ans, voilà, on n'était pas forcément attendu à être dans le top 6, alors que cette année, voilà, les équipes nous attendent davantage avec l'effectif qu'on a. Quand on a Skelton, tout ça, on est obligé de jouer à un top 6. Alors que voilà, il y a 3 ans, on pouvait se permettre de faire des folies, de relancer de nos 22, notamment des essais, je m'en souviens, celui de Steve Barry à Castres, voilà, aujourd'hui qu'on aurait du mal à voir, quoi. J'ai fait un petit sondage sur mon compte Twitter, je le partage, les amis. La question, c'était plutôt une réflexion. La première place du Stade Rochelet, selon vous, c'est quoi? 3 propositions, c'est magique, on s'en fout, on verra à Noël. La réponse qui arrive en tête, c'est on verra à Noël, 43%. Devant, c'est magique, les gens qui rêvent avec cette première place, et puis on s'en fout, en dessous de 30%. C'est important là où c'est juste anecdotique, Axel, d'être en tête du top 14, ou alors on verra plus tard? C'est un peu une situation particulière où on est premier virtuellement, mais si Clermont gagne ces 2 matchs, peut repasser devant nous. Ils ont 2 matchs en retard. Parce qu'ils ont 2 matchs en retard, alors que nous, on a rattrapé notre match en retard. Donc voilà, pour l'instant, on est premier. On prend tant qu'on est là. C'est bien pour nous. Si on est dans les 6 et si ça passe par une qualification en étant plus loin dans le classement, ça sera aussi très bien. Théodore, on la prend cette première place, ou alors on s'en fout et on verra plus tard? Comme a dit Axel, on est dans une situation un petit peu particulière. Si Montferrand gagne ses 2 prochains matchs, ils nous passeront devant. Quand même, on est dans le début de saison, donc je pense que c'est quand même assez anecdotique et on verra à Noël et puis on verra en 2021, quoi. Oui, surtout l'année prochaine où on va avoir un enchaînement assez méchant entre la toute fin janvier et le mois de février. On va avoir un enchaînement, je ne sais plus l'ordre exact, mais Toulouse, Toulon, Paris, qui va faire assez mal avec 2 réceptions, et c'est là où ça va se décanter. Mais au moins, on est en tête du top 14. Je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où La Rochelle a été en tête du top 14? Avant, bien sûr, cette saison. Selon vous, c'était quand? Est-ce que vous vous en rappelez? 2018 ? Ouais, je pense aussi. C'est pas 2018? Enfin, c'était à cheval, plus exactement, c'était à cheval sur 2017-2018. Ça date du 30 décembre 2017. À l'époque, on avait battu Agen 47-6. Je me suis amusé, j'ai retrouvé quelques-uns des joueurs qui étaient sur la feuille de match à l'époque. Il y avait encore Botia en 3e ligne. On avait une charnière Balès-Lambe. Lambe qui avait passé pas mal de points au pied ce jour-là. Il y avait encore Gaby Lacroix à l'aile. Et puis, on avait mis 7 essais ce jour-là contre les Agenais. On est donc en tête du top 14 et je vais vous demander de choisir un joueur qui a marqué, qui a brillé dans ce début de saison. Alors, je sais bien que ça ne se fait pas trop de ressortir un joueur du lot dans un collectif, mais c'est quand même la question que je vais vous poser. Selon vous, quel est le joueur du début de saison à La Rochelle? Théodore? Choix très difficile, mais j'ai choisi Jules Plisson. Axel? Pour moi, c'est Will Skelton.
et pour moi, c'est Tawera Carbarlo. Théodore, pourquoi le choix de Jules Plisson? On t'écoute. Eh bien, on sait qu'à La Rochelle, on a eu beaucoup de galères avec le poste d'ouvreur et que c'était un poste clé d'ailleurs dans le rugby. Je rappelle quand même qu'il y a quelques saisons, on a dû mettre par exemple un joueur comme Jérémy Saint-Zel à l'ouverture, qui n'est pas du tout ouvreur de métier. Et cette arrivée de Jules Plisson l'an dernier nous a fait un bien fou parce qu'on a vraiment retrouvé un ouvreur un peu à la, comme on avait avec Zach Holmes, en fait, finalement, qui était un vrai ouvreur et qui savait gérer le poste d'ouvreur, tout simplement. Et voilà, avec Jules Plisson, on arrive à aligner notre jeu. Il arrive à nous sortir des très très bons matchs, très complets, avec un jeu au pied vraiment précis et puis un buteur excellent également. Tu parles de Zach Holmes, et moi je trouve que Jules Plisson est quand même un cran au-dessus, de Zach Holmes. Pourquoi le choix de Will Skelton, toi, Axel? Parce que pour moi, c'est la recrue phare du Stade Rochelet, mais aussi une des recrues stars du top 14. C'est vraiment un joueur d'expérience qui vient d'un des meilleurs clubs d'Europe, les Saracens, ces dernières années, voilà, qui nous apporte son expérience en deuxième ligue où on avait besoin d'un joueur comme ça. Thème a appelé ça un deuxième ligne tracteur. Mais carrément, c'est un tracteur, Skelton. C'est exactement ça. C'est un peu ce qu'on avait avec John Ekovou en 2017. Et depuis quelques saisons, on n'avait plus ce profil-là vraiment au sein de l'effectif. Et donc, c'est vraiment un joueur qui bonifie la ligne d'avant, les avants du Stade Rochelet. Et donc, s'il faut un bon début de saison devant, c'est notamment grâce à son arrivée. Mais d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais La Rochelle n'est jamais aussi forte que quand elle a un deuxième ligne comme ça, qui est monstrueux en deuxième ligne, un gros numéro 5. La puissance, c'est quelque chose qui nous avait énormément manqué ces dernières années. T'en penses quoi, Théodore? Ah bah, John Ekovou, dès qu'il est arrivé au Stade Rochelet, c'est vrai que on a vu dans notre pack d'avant que évidemment, il était bien plus puissant. Et c'est vrai que ces dernières années, on sentait qu'il fatiguait, qu'il commençait à vieillir. Et l'arrivée de Will Skelton nous fait un bien fou parce que on a l'impression que c'est un Kovu, mais encore bien plus puissant, une intelligence de jeu exceptionnelle. Dans les Et mauls, c'est un surtout, il est profil énorme. complet. Il est complet, ce joueur, et ça nous fait vraiment du bien d'avoir un joueur comme ça. Moi, j'ai choisi Tawera Carbarlo. Pourquoi? Parce que et certains ont mis du temps à piger que ce gars était monstrueux sur le terrain, mais moi, je trouve que c'est le métronome de notre équipe. Il a raté un seul match cette saison. Alors, je ne sais pas s'il faut avoir un lien de cause à effet, mais il a raté un match cette saison. Tawera, c'était au Stade Français. On a perdu. Alors, on est passé à côté ce jour-là, mais je trouve que c'est un ultra intelligent dans le jeu. On joue à son rythme, métronome, je l'ai déjà dit, et surtout, il y a un truc que je trouve génial depuis le début de la saison. Alors certains vont peut-être détester, vous pouvez nous le dire d'ailleurs en commentaire de cette vidéo, mais Tawera, moi je trouve qu'il est dingo quand il s'agit d'aller trouver des pénalités. Parfois, il nous offre 3 points. Comment? Parce qu'il va aller se vautrer la gueule sur le défenseur qui traîne dans le camp Rochelet. Il va aller balancer le ballon. Je sais que ça se fait pas trop, n'empêche que c'est les règles, sur le défenseur qui, encore une fois, traîne dans le camp Rochelet. Et je trouve que grâce à lui, il y a une certaine dynamique qui s'installe et ça fonctionne ultra bien la colonne vertébrale, et notamment l'axe 8, 9, 10 avec Gourdon en ce moment, Kerbarlo et Plisson. La question que je me pose, c'est est-ce que Kerbarlo, d'après vous, est-ce que c'est pas le meilleur neuf de l'histoire de La Rochelle? Axel? Il y avait eu un sondage il y a quelques temps sur Sud-Ouest pour choisir la meilleure équipe des dernières années. Et les Rochelais avaient choisi Benjamin Ferrou. Donc, est-ce qu'ils avaient choisi Benjamin Ferrou pour le choix du cœur ou L'affectif voilà, ou le niveau? ou le Il y a un niveau? peu des deux. Hein. Voilà, c'est possible. Mais oui, Tawera Carbarlo, champion du monde, All Black. Enfin, voilà, il n'y a pas de débat. C'est vraiment un excellent joueur, un des meilleurs neufs, si ce n'est le meilleur neuf du championnat en ce moment. Champion du monde en 2015, une seule fois champion du monde, contrairement à Victor Vito qui est double champion du monde. T'en penses quoi, toi, Théodore? Est-ce que c'est un des, ou peut-être même le meilleur neuf de La Rochelle, de l'histoire même du Stade Rochelet? En tout cas, c'est un œuf qui est insupportable pour les équipes adverses. Un peu à la Rory Rory Cocotte, Cocotte. le Rory Mais Cocotte oui, c'est Rochelet. exactement. On le compare forcément, mais sauf qu'il est 10 000 crans au-dessus, quoi. Enfin, sans manquer de respect évidemment à Rory Cocotte. Hein. Mais c'est vrai que Tawera Carbarlo, là, comme tu as dit, champion du monde, selon moi, en toute objectivité, c'est le meilleur neuf de notre championnat.
On aurait pu citer plein d'autres joueurs, bien entendu. Bourgarit, il est énorme parce qu'il a joué les 9 matchs titulaires depuis le début de la saison avec La Rochelle. Ou encore Kevin Gourdon, c'est le joueur qui a le plus joué à La Rochelle. J'ai regardé, il a 633 minutes de jeu. C'est monumental pour Kevin Gourdon, qui pallie en ce moment les absences de Vito et d'Aldrit qui est avec l'équipe de France. On aurait pu dire, aussi Antonio. Antonio, c'est simple, quand il joue, il est tout le temps titulaire. Il a joué qu'un seul match. Encore, Dulin qui a été monstrueux encore là récemment contre le Racing, alors qu'il avait raté le début de saison. Dulin, tiens aussi les gars, il est monstrueux. Ça aussi, c'est une recrue phare du Stade Rochelet. Il retrouve l'équipe de France, Théodore. Brice Dulin, je suis vraiment fan de ce joueur depuis qu'il est arrivé au stade parce que, alors déjà, il faut qu'on en parle, mais les réceptions de Chandelle, je ne l'ai jamais vu faire un en avant dessus. Hein. C'est assez incroyable. Les relances, c'est un super relanceur. Voilà, on voit que depuis aujourd'hui, il a un Marcoussi, pardon. Donc voilà, ça paye pour lui et c'est super. Et, je ne sais pas si tu allais le dire, mais il y a également Rémi Bourdeau qui fait une saison incroyable qui revient de pour loin. l'instant. Qui revient de très loin, un peu comme Charles Olivon. Et voilà, c'est un joueur qui explose encore cette année et qui va exploser encore dans les années futures. Tiens, dites-nous, vous d'ailleurs, laissez un commentaire ou sur les réseaux sociaux, on va mettre nos arrobases, on va les mettre dans la description de la vidéo. Dites-nous, selon vous, quel est le meilleur joueur du début de saison, si on peut élire un meilleur joueur de ce début de saison. Vous avez remarqué que cette émission s'appelle Guichet fermé, évidemment. C'est une référence à notre stade Marcel de Flandre adoré, stade qui nous manque tant, énormément. Pourquoi ? Parce que on joue à huis clos depuis 2 matchs au moment où on enregistre cette vidéo. Ça fait 2 matchs qu'on joue à huis clos au stade Marcel de Flandre. D'où cette question que je vous pose, les amis. De Flandre, est-ce que c'est pareil quand c'est à huis clos ? Théodore ? Non, évidemment, la question est évidente. Ça ne peut pas être pareil dans le sens où on est avec clairement le meilleur public de France, selon moi. Et voilà, donc forcément, déjà, il y a l'atmosphère du public qui manque aux joueurs, c'est clair. Et voilà, après, c'est sûr que c'est notaire. Pour les joueurs, je pense qu'il y a quand même toujours ce fait de jouer à domicile qui est toujours important. Cependant, voilà, 16 000 spectateurs qui sont derrière toi, c'est beaucoup mieux que zéro. Axel, c'est pareil ou pas ? Huis clos, est-ce que la forteresse de Flandre reste une forteresse quand il n'y a pas de spectateurs de La Rochelle ? C'est plutôt ça la question. À la force, c'est de constater que sur les 2 derniers matchs, l'équipe a réussi à s'imposer sans ses supporters, même dans un match difficile comme contre le Racing où il a fallu aller au combat, mais même pareil contre Clermont, il y avait un gros combat sur le terrain et pourtant La Rochelle s'est imposée sans ses supporters. Après, est-ce que sur la durée, ça serait la même chose ? Je ne sais pas. Est-ce que si faut aller chercher un point de bonus à la fin du match, quand on gagne le match, est-ce que les supporters ne pourraient pas donner ce supplément d'âme qui pourrait lui manquer sans public ? Je ne sais pas, mais en attendant, il y a eu 2 matchs à huis clos de victoire, donc on s'en contente. Mais on est d'accord que le public au stade Marcel de Flandre et même le public en général dans les stades, ça joue énormément. Moi, je me souviens d'un match, c'était quoi, il y a 8 ou 9 mois en arrière, juste avant d'ailleurs le début du premier confinement, c'était contre Toulon, où le public s'était mis à gronder soudainement avec Facundo Issa qui avait fait une charge en avant, le coude en avant, on avait grondé tellement fort que le public avait demandé l'arbitrage vidéo, que Facundo Issa avait été sanctionné, que la balle nous avait été rendue et qu'on on avait certainement échappé à la défaite, ce qui avait d'ailleurs valu une colère de Patrice Colazo. On est d'accord que ça peut plus intervenir maintenant qu'on est à huis clos. C'est quand même assez dommageable. On perd l'effet du match à la maison, Axel. On le perd, mais nos adversaires aussi. Donc, Mais est-ce qu'il est aussi important pour eux ? Pardon, mais est-ce qu'il est aussi important pour le Racing de jouer à la maison ou à l'extérieur ? Enfin, pour eux, ça ne change pas grand-chose, quoi. Non, pour le Racing, pas forcément. Pour le Stade français non plus. Mais pour des non, mais c'est pas méchant, mais c'est la réalité. Bien sûr. Mais pour une équipe comme Clermont, enfin des équipes qui ont des gros publics, ça peut avoir un impact, mais dans les 2 sens. On est un petit peu désavantagé d'ailleurs parce qu'on va recevoir une fois de plus sur la phase aller que sur la phase retour. C'est-à-dire que, admettons qu'il y ait du public sur la phase retour du championnat, on aura un match en moins que lors de la phase aller. D'ailleurs, moi, j'ai jamais compris, mais Théodore, tu saurais l'expliquer pourquoi le public ça joue autant au stade Marcel de Flandre ? Tout s'explique dans le mental. De toute façon, voilà, quand
Moi, il y a toujours un exemple qui me vient en tête, c'est cette année, c'est l'année 2014-2015 où on joue contre Toulon, un des matchs les plus importants avec l'essai de Le match Ngannou du à la maintien fin. avec l'essai de Malito Ngannou, ouais. Mais bien sûr, et je pense sincèrement que sans public, on ne le gagne pas ce match. Tu penses? Sincèrement. Ah, sincèrement, je pense que sans. Enfin, j'ai rarement vu une ambiance aussi folle à deux flancs, Oui, là, c'est vrai. franchement. Et je pense que sincèrement, à la fin, quand tu dois faire le dernier maul et que Ngannou s'échappe des derniers défenseurs, il faut qu'il y ait un public derrière qui te pousse vraiment pour aller enfoncer ce pack de Toulon, quoi. Axel, tu penses pareil? Oui, je pense que oui, c'est notamment sur des fins de match où les joueurs ont tout donné pendant 70, 75 minutes et où il faut aller puiser dans ses forces et le public peut donner ce supplément d'énergie et aller chercher, marquer l'essai, marquer les points qui manquent à la victoire, au bonus, enfin voilà. Et est-ce que inversement, le fait d'avoir ce championnat là, qui en ce moment se déroule à huis clos, pour combien de temps, on ne le sait pas trop encore, mais est-ce que ça ne peut pas finalement aider aussi d'une certaine façon La Rochelle, qui l'année dernière galérait de ouf à remporter des matchs à l'extérieur, et qui là, on est déjà à 2 victoires hors de ces terres. Est-ce que ça ne peut pas aider certaines équipes qui galèrent quand elles ne sont pas chez elles et qui là pourraient plus facilement s'imposer sur les terres adverses, Théodore? Sincèrement, je ne sais pas trop, peut-être. De toute façon, Parce que c'est pareil, là, si on va jouer à, j'en sais rien, à Mayol ou à Marcel Michelin, ils n'auront pas ouais. leur public, c'est pas la même non plus pour eux, quoi. Bah, c'est clair que de toute façon, à partir du moment où tu joues pas devant ton public, c'est clair que c'est plus difficile. Donc, si tu vois la chose comme cela, oui, ça peut nous avantager. Après, je ne sais pas si c'est franchement significatif. Et des jauges à 5000 ou à 8000, comme on a eu en début de saison. On limitait la casse, ça sauvait un peu le truc, Axel, ou c'était quand même pas la même chose non plus? C'était pas la même chose. Pour ceux qui étaient là, on essayait de faire un peu plus de bruit que d'habitude. C'était galère, hein. Ouais, c'est vrai, mais je pense que voilà, c'est toujours mieux que rien. Vaut mieux un match à 5000, à 8000, voire plus, hein, parce que là, on parle de peut-être faire des pourcentages des stades en fonction de la situation sanitaire dans les différents départements. La Charente-Maritime étant plutôt privilégiée depuis le début, on peut espérer être à plus de 8000 dans les prochaines semaines. Voilà, on espère. On l'espère, évidemment. On espère surtout que ce numéro 1 de Guichet Fermé vous a plu. Vous n'hésitez pas à nous le dire, ce qui va pas aussi. Surtout, vous nous laissez un commentaire si vous le pouvez sous cette vidéo, ou alors vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux. On va laisser nos arrobases en description de cette vidéo. On vous donne rendez-vous dans 10 ou 15 jours, je ne sais pas exactement, pour une nouvelle, le numéro 2 de Guichet Fermé. On parlera des meilleurs souvenirs au stade Marcel Deflandre. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser un commentaire pour nous dire quel est votre meilleur souvenir au stade Marcel Deflandre. Et puis, on espère qu'on sera avec un invité, une figure, pourquoi pas, du stade Rochelais à ce moment-là pour parler et puis pour enrichir ce numéro de Guichet Fermé qu'on lance aujourd'hui. Ça va les gars, on fait ça, on se retrouve dans 10 ou 15 jours. Parfait. Allez, salut Axel. Salut. Salut Théodore. Ciao Quentin, ciao. Salut à tous et allez La Rochelle.